Claire Ozias, on vous a connu sur les Roms, on vous a connu sur les femmes, on vous a connu sur la grève des Ovalis, qui est un livre qui a quelques années. Et là, vous sortez un livre, on est à la veille de la célébration du 50 ans de mai 68, sur les trimards. Alors rappelez-nous un petit peu qui étaient ces trimards, dont on a retenu peut-être que dans la mémoire populaire que deux noms, Marcel Raton et Michel Munk, ou Michel Raton et Marcel Munk? Oui. On a retenu parce que la pression médiatique en a fait des vedettes à leur corps défendant et contre leur gré d'une situation dans laquelle ils n'étaient en rien des vedettes et qu'il est temps de remettre sur ses pieds. Ce livre est entre autres une réhabilitation de ces gens qui ont été si maltraités par les médias. Alors justement, ça, on voit un petit peu dans le récit qui est fait, y compris dans les entretiens, hein, dans les dialogues. Hein. Oui, on voit un petit peu à la fois le plan Lafeuillé, mais on voit aussi comment l'un ou l'autre va travailler chez un agriculteur. Voilà. Et puis aussi comment ils sont placés dans des foyers, dans différents coins de la France. Alors, par exemple, s'il s'agit de parler de Marcel Münch, en l'hommage de qui le livre est publié, Marcel Münch était un ouvrier agricole. Il a travaillé au Halles pour débarrasser les légumes, il a travaillé dans des propriétés agricoles pour conduire des tracteurs, il a fait la plupart de son temps de travail dans les métiers agricoles. Voilà, ça c'est un des cas de figure, et c'est également un enfant placé donc en orphelinat à son jeune âge par une mère qui ne pouvait plus l'élever lorsqu'il avait 5 ans, et qui a fait jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, peut-être 15 ans, 16 ans, toute sa vie dans des maisons pour l'enfance inadaptée. Voilà. Alors, il y en a un des deux qui est encore aujourd'hui vivant, si je ne me trompe pas. Je l'ignore. Ah bon. Il y en a un qui est assurément décédé, et heureusement pour lui et pour nous, c'est Michel Raton. Mais je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé Marcel, qui était un copain par ailleurs, et je ne sais pas s'il est mort ou vif. Voilà. Alors, sur ce livre, on dépasse l'agglomération lyonnaise, parce que vous êtes lyonnaise, vous étiez lycéenne à Lyon, à Villeurbanne. Née à Lyon, 6e, rue du Ken. Voilà, mais on balaye d'autres aspects de cette situation-là, avec en fait des populations, des jeunes qui étaient un petit peu les mêmes que ceux de Lyon. Absolument, alors ça c'est la grande découverte de mon travail, que je ne m'attendais absolument pas à ça, c'est-à-dire que dans toutes les facultés occupées de France, il y avait le même genre de population. Les plus célèbres sont les Katangais, mais je ne... De la Sorbonne ? De la Sorbonne, mais je n'aime pas parler trop d'eux parce que eux aussi suscitent immédiatement toute une série de stéréotypes et de clichés, comme si tout le monde savait ce que c'était. Or, personne ne sait ce que c'est, à la vérité. Ce sont des gens exactement comme les Lyonnais, qui sont des ouvriers précaires, intermittents, avec des qualifications professionnelles. Il y a des gens comme ça également, à Bordeaux, dans la faculté de Bordeaux. Non seulement je l'ai trouvé dans les archives, mais ça m'a été confirmé par des étudiants occupants de la faculté de Bordeaux, un groupe qui s'est fait connaître, le premier groupe d'ailleurs, je crois, de prisonniers politiques en France, qui était issu de ce milieu, de personnes modestes et, comment dire, marginalisées, on va dire. Et puis il y en a à Lille, il y a un livre qui s'appelle « Lille en mai », qui est écrit par un anarchiste et qui raconte qu'il y avait également des gens comme ça qui occupaient la faculté de Lille. Et il y en a également à Nantes, où ils ont été très très connus à Nantes, et qui participaient à l'occupation du restaurant universitaire Ricardo. Mais peut-être qu'il y en a encore dans d'autres villes où je ne suis pas allée voir. Il faut considérer que c'est un phénomène national. Globalement, comment ils ont été reçus par les universités, pas les universitaires, mais les étudiants qui occupaient justement l'université? Globalement mal, quand même. Globalement mal reçus. Il faut tout de même... Oui, parce que c'était ceux qui venaient des banlieues, quoi. Alors, c'était ceux qui venaient des banlieues. Et puis, il faut rajouter une chose que je n'ai pas dite encore. C'est quoi le modèle des jeunes adolescents, post-adolescents, dans les années 68 populaire? C'est Eddie Mitchell. C'est Johnny Hallyday. Les mauvais garçons, ne croyez pas, ne sont pas mauvais, je vous le dis. C'est ça. Et donc, ils se conforment aux images qui sont balancées dans le monde de la musique et des stars. C'est Eddie Mitchell et les chaussettes noires, c'est Gene Vincent, c'est ça le modèle des jeunes. Et donc, eux se conforment à ça, et évidemment, c'est nouveau pour la bourgeoisie, disons, pour faire simple, hein, pour les gens rangés, raisonnables, adultes, et donc ils sont souvent un peu épouvantés. Par ailleurs,
les jeunes qui vivent à la rue, étaient aussi des usagers publics de substances Toxique. psychotropes, toxiques. C'est-à-dire, ils se défonçaient, pour parler simplement, à l'éther, très peu de hashish, encore à l'époque, et aussi aux amphétamines, ce qui les rendait un peu énervés. Donc, un étudiant bien propre sur lui, évidemment, ne les a pas bien reçus et a balancé toute une série de clichés les concernant, et aussi des professeurs, davantage encore que les étudiants. Parce qu'il faut dire quand même qu'à l'université, à ce moment-là, il y avait 7% à peu près d'étudiants qui C'est étaient ça. issus du milieu ouvrier. C'est ça, c'était le chiffre qu'on disait tout le temps. 6% issus de milieu ouvrier. Mais c'est 6% un peu cher, pour employer un langage familial. Ces 6%, ils se conformaient à la morale dominante, ils n'allaient quand même pas... voilà. Et donc, ils ont été très mal reçus. Les professeurs les plus conservateurs et réactionnaires ont tout de suite essayé de les virer du paysage. Mais nous, les quelques-uns, c'est-à-dire le petit groupe des gens du 22 mars, et encore même pas tout le 22 mars, nous avons fait une solidarité à tout crin avec eux contre tous les autres groupuscules et groupes qui voulaient les écarter de la face. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette attitude, vous qui étiez plus libertaire que les autres? Mais c'était, comment dirais-je, c'était une solidarité que j'ai eue manifestement très tôt, j'en suis étonnée moi-même, avec les marges. Avec les marges. Ce qui explique ensuite les Roms, etc. etc. Absolument. C'est le travail que toute ma vie j'ai fait. Quand j'ai fait l'histoire des femmes, c'était dans les années 70, la grève des ovalistes avec Annie Quell. Il n'existait pas à l'époque d'histoire des femmes, les Roms, le féminisme, etc. Donc c'est une sensibilité importante. Comme j'étais issue d'une famille d'universitaires, professeurs, universalistes, des années de l'existentialisme d'après-guerre. Moi, comme héritière de cette culture-là, j'étais davantage portée sur les marges, auxquelles on faisait moins attention à l'époque. Encore que Saint-Genet, comédien et martyr, le livre de Sartre, c'est quand même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, moi, c'était ma sensibilité accrue aux questions des marges. Voilà. Donc vous nous avez donné envie de lire les Trimards. Aujourd'hui, vos sujets de recherche, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je prépare comment dirais-je, la publication, pour dans je ne sais pas combien de temps, on verra bien, d'un anarchiste espagnol qui a longtemps vécu à Lyon, que j'ai interviewé il y a 40 ans, et qui a rédigé son autobiographie. C'est la seule autobiographie ouvrière d'un ouvrier de Barcelone. Qui s'appelait? Qui est né en 1890 et qui a assisté à toute l'histoire de la Révolution de l'Espagne, et qui s'appelle Jaume Padros. On n'en connaît pas la date de sortie. Oh non. Oh non.